En ce moment même, quelque part entre Memphis et le golfe du Mexique, un fleuve vieux de milliers d'années est en train de franchir des seuils que les ingénieurs du XXe siècle avaient juré de rendre impossibles. Ce que les scientifiques ont trouvé dans les données de la semaine dernière change tout. Parce que ces chiffres ne décrivent pas seulement une sécheresse. Ils décrivent une rupture de régime. Le Mississippi, l'axe hydraulique de l'Amérique du Nord, le système qui draine 41% des États-Unis continentaux, le couloir liquide dont dépendent 31 États, 2 provinces canadiennes, 18 millions de consommateurs d'eau potable, 92% des exportations agricoles américaines et plus de 500 millions de tonnes de cargaison par an, ne se comportent plus comme le fleuve sur lequel ce pays a bâti ses ports, ses silos, ses raffineries, ses digues et sa confiance. En octobre 2022, à Memphis, la jauge a touché moins 10,81 pieds, le plus bas niveau depuis le début des mesures en 1954. Un record absolu. Puis, un an plus tard, en octobre 2023, ce record a été pulvérisé, moins 12,04 pieds. 5 stations, sur un tronçon d'environ 270 miles, ont battu leur plus bas niveau historique dans le même mois. 2 années consécutives. 2 ruptures successives. Pas une anomalie par siècle, pas une statistique rare. 2 coups de marteau consécutifs sur la même structure. Et quand un fleuve bat 2 fois de suite ses propres limites, ce n'est plus une variation, c'est un avertissement structurel. Le Mississippi a chuté d'environ 20 pieds en 11 semaines. Plus de 2000 barges ont cessé de circuler normalement. Près de Vicksburg, environ 1700 se sont accumulés. Les convois ont été réduits. Les temps de transit ont presque doublé, passant de 2 semaines à presque un mois. Le coût du transport d'une seule tonne de grains a explosé de 11 $ à plus de 71 $. Et derrière ce chiffre, il y a la mécanique impitoyable d'un continent entier. Un convoi standard de 15 barges remplace environ 1050 semi-remorques sur autoroute. Quand le fleuve ralentit, la route ne prend pas le relais proprement. Elle sature. Le rail ne compense pas. Les marges s'effondrent. Les récoltes restent dans les silos. Les contrats se défont. Les prix se répercutent de l'Iowa à la Louisiane, puis jusqu'aux marchés mondiaux. Mais le plus inquiétant n'est peut-être même pas la chute du niveau. Le plus inquiétant, c'est ce qui arrive lorsque le débit passe sous certains seuils. Quand le Mississippi devient trop faible, l'océan commence à remonter. L'eau salée du golfe du Mexique, plus dense, s'infiltre au fond du chenal et progresse vers l'amont comme une lame invisible. En 2023, cette langue saline a remonté près de 70 miles depuis l'embouchure. Dans certaines zones, les concentrations ont atteint 1600 parties par million. La limite secondaire de l'EPA pour l'eau potable est de 250 parties par million. Les usines de traitement de la région de la Nouvelle-Orléans n'ont jamais été conçues pour retirer une telle salinité. Elles ne sont pas des usines de dessalement. Elles n'ont pas été construites pour un estuaire qui s'avance dans un fleuve censé le repousser. Et soudain, le cœur du problème apparaît, dans toute sa brutalité. Le système censé discipliner le Mississippi l'a rendu plus vulnérable à ce qu'il devait empêcher. Après l'inondation catastrophique de 1927, le Congrès a confié au corps des ingénieurs de l'armée américaine la mission de maîtriser le fleuve. Digues, murs anti-crues, berges blindées, chenaux redressés, barrages et écluses, le Mississippi a été transformé en infrastructure, en machine, en conduite forcée à l'échelle d'un continent. Pendant des décennies, cela a semblé fonctionner. Les niveaux oscillaient dans des plages que les ingénieurs croyaient connaître. Les villes se sont développées sur cette hypothèse. Les ports ont investi sur cette hypothèse. L'agriculture industrielle a verrouillé ses flux sur cette hypothèse. Mais un fleuve enfermé entre des levées ne s'étale plus sur sa plaine alluviale. Il l'accélère. Et quand l'eau accélère, elle creuse. Le lit s'incise. Le fleuve s'enfonce. Puis, plus loin en amont, les barrages retiennent les sédiments qui nourrissaient autrefois le delta. Ce que les hydrologues appellent une eau affamée ressort plus claire, plus énergique, et récupère dans le lit ce qu'on lui a volé en amont. Le système ne stabilise plus le fleuve. Il l'érode, le simplifie, l'appauvrit, tout en augmentant la violence de ses extrêmes. Trop haut en crue, trop bas en étiage. Trop rapide quand il faut dissiper, trop faible quand il faut repousser la mer. Et c'est maintenant que le pendule commence à battre vraiment.
Parce qu'au sud de Bâton Rouge, à 45 miles en amont, une seule structure de béton construite en 1963 continue de retenir une possibilité que le Mississippi porte en lui depuis toujours. Quitter sa route actuelle, bifurquer. Prendre le chemin plus court et plus raide de l'Atchafalaya et laisser la Nouvelle-Orléans au bord d'un estuaire salé. En 1973, lors d'une grande crue, l'eau a creusé sous cette structure une cavité de plus de 50 pieds de profondeur et large comme un terrain de football. Elle s'est arrêtée à environ 150 pieds d'une seconde cavité. Si les deux s'étaient rejointes, la structure aurait pu céder. Et si elle cède un jour, ce n'est pas seulement un ouvrage qui tombe. C'est l'architecture hydrologique, économique et humaine de toute la basse vallée du Mississippi qui bascule. Ce soir, les digues tiennent encore. Le contrôle du vieux fleuve tient encore. Les stations de mesure continuent d'enregistrer. Les usines continuent de traiter une eau qui se rapproche de seuils pour lesquels elles n'ont jamais été pensées. Mais les données, elles, ont déjà parlé. 2 records historiques brisés en 2 ans. Une invasion saline répétée. Des barrières d'urgence construites sous l'eau 4 années de suite. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Et la question n'est plus de savoir si le Mississippi traverse une mauvaise passe. La question est de savoir combien de temps un système conçu pour le siècle dernier peut encore retenir un fleuve, un delta, un aquifère, un littoral et un océan qui ont cessé d'obéir aux anciennes règles. Pour comprendre pourquoi les ingénieurs sont aujourd'hui alarmés, il faut remonter le mécanisme pièce par pièce, comme on démonte une machine qui a commencé à vibrer hors tolérance. Le Mississippi n'est pas un simple cours d'eau. C'est un système géophysique couplé. Une colonne vertébrale hydrologique reliée à des plaines agricoles, à des aquifères profonds, à des barrages continentaux, à un delta en subsidence, à un golfe qui s'élève, à des flux sédimentaires perturbés et à des ouvrages de contrôle qui vieillissent pendant que les extrêmes se rapprochent. Pendant plus d'un siècle, les ingénieurs ont travaillé à partir d'un postulat implicite. Si l'on contraint le fleuve dans un chenal plus fixe, avec des levées, des revêtements de berges, des ouvrages de contrôle et des barrages en amont, alors le risque devient calculable. Le problème est qu'un fleuve de cette taille n'accepte jamais d'être simplifié sans contrepartie. Chaque correction imposée à sa géométrie déplace l'énergie ailleurs. Chaque protection locale crée une fragilité à distance. Et c'est précisément ce qui s'est produit ici. Après 1927, le programme de mise au pas du Mississippi a transformé sa dynamique longitudinale. Sur des milliers de miles, les levées ont réduit l'accès du fleuve à sa plaine d'inondation. Or, une plaine d'inondation n'est pas seulement une surface qui se noie pendant les crues. C'est une zone de dissipation d'énergie, un espace où l'eau ralentit, dépose une partie de sa charge solide, recharge les sols, alimente les zones humides et relâche la contrainte sur le chenal principal. Quand cette surface est perdue, l'onde de crue reste confinée. Elle monte plus vite, elle pousse plus fort. Et entre les crues, le chenal principal, privé de cette respiration latérale, concentre davantage sa puissance sur le fond. Le fleuve s'incise, il se creuse, il approfondit sa propre cicatrice. Puis intervient le deuxième verrou, les grands barrages du Missouri, mis en service entre 1950 et 1967. 6 immenses réservoirs ont commencé à piéger entre 100 et 150 millions de tonnes métriques de sédiments par an. Avant 1900, le système Mississippi acheminait vers la Louisiane côtière environ 400 millions de tonnes métriques de sédiments chaque année. Aujourd'hui, on parle d'environ 145 millions. Une chute d'environ 64%. Ce chiffre, à lui seul, raconte une catastrophe lente. Car un delta n'est pas une forme fixe. C'est une construction vivante qui ne survit que si les apports solides compensent l'affaissement naturel des terrains, la compaction des dépôts anciens, l'érosion marine, les tempêtes et l'élévation relative du niveau de la mer. Retirez les sédiments et le delta commence à mourir à crédit. L'eau qui sort des barrages est plus claire, donc plus pauvre en particules. Mais hydrauliquement, cette clarté est un appétit. C'est ce que les spécialistes appellent une eau affamée. Elle a conservé son énergie, pas sa charge. Alors elle cherche cette charge dans le lit, dans les berges, dans tout ce qu'elle peut arracher. Le fleuve, au lieu de reconstruire son aval, consomme son propre support. Voilà pourquoi la Louisiane a perdu plus de 2000 miles carrés de littoral depuis 1932.
Voilà pourquoi, à certaines périodes, la côte a disparu au rythme d'un terrain de football toutes les 34 minutes. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, elle continue de perdre environ un terrain de football toutes les 100 minutes. Et cette disparition n'est pas un décor, c'est un changement de géométrie à l'embouchure. Moins de marée, moins de freins hydrauliques, moins de volume tampon, donc un couloir plus vulnérable à la remontée du biseau salé lorsque le débit fluvial faiblit. Maintenant, ajoutez la troisième contrainte, l'aquifère. Sous une grande partie de la vallée repose l'aquifère de l'embayement du Mississippi, l'un des réservoirs souterrains les plus sollicités au monde. Depuis la fin du 19e siècle, il aurait perdu environ 170 milliards de mètres cubes d'eau stockés. Dans certaines régions de l'Arkansas, les niveaux piézométriques ont chuté de plus de 100 pieds. Cela paraît souterrain, donc abstrait. En réalité, c'est un basculement mécanique, car les relations entre rivières et aquifères peuvent s'inverser. Un cours d'eau qui recevait autrefois un apport de base par exfiltration peut se mettre à perdre de l'eau vers le sous-sol si le gradient hydraulique change. Autrement dit, au lieu d'être soutenu depuis dessous pendant les périodes sèches, le système peut commencer à se vider vers le bas, comme si l'on ouvrait une fuite sous le lit même du fleuve et de ses affluents. C'est ici que la crise de 2022 et 2023 devient plus qu'une sécheresse météorologique. Ce n'est plus seulement moins de pluie, c'est moins de pluie sur le bassin, moins d'humidité héritée dans les sols, moins de soutien souterrain, moins de sédiments pour stabiliser la géométrie, et un chenal calibré pour accélérer l'eau quand elle est là, mais pas pour la retenir quand elle disparaît. Les données d'étiage de 2022 ont donc frappé un système déjà aminci. Le fleuve a perdu environ 20 pieds en 11 semaines. Cette vitesse de chute est capitale. Une baisse lente laisse du temps aux chargeurs, aux pilotes, aux gestionnaires portuaires, aux agriculteurs. Une baisse rapide transforme le fleuve en surface mobile de restrictions successives. Réduction du tirant d'eau, allègement des barges, limitation de la taille des convois, fermeture ponctuelle, bragage d'urgence, file d'attente, surcoût. David Gilbert, de Consolidated Grain and Barge à Greenville, a résumé la situation en une phrase presque banale, et donc encore plus glaçante. Il n'avait jamais vu le fleuve aussi bas. Quand un homme qui passe sa vie au bord d'un grand fleuve dit qu'il n'a jamais vu cela, ce n'est pas une formule. C'est un point de rupture de mémoire opérationnelle. Et puis l'océan est entré dans l'équation. Sous environ 300 000 pieds cubes par seconde de débit, le Mississippi perd une part critique de sa capacité à repousser la mer. Le biseau salé remonte alors le fond du chenal, invisible depuis la surface, dense, méthodique, comme une intrusion géophysique silencieuse. En 2023, il a progressé jusqu'à menacer directement les prises d'eau de la région de la Nouvelle-Orléans. Des habitants de Plaquemines Parish ont mesuré dans leur eau du robinet des concentrations salines atteignant 1600 parties par million. Au-delà de la corrosion des réseaux, au-delà du goût, au-delà de l'impact sanitaire indirect, cela révèle un fait essentiel. L'infrastructure urbaine de la basse-vallée n'a jamais été dimensionnée pour un Mississippi qui cesse de jouer son rôle de barrière hydraulique. Le corps des ingénieurs a dû construire des barrières sous-marines d'urgence à l'aide de sédiments dragués pour freiner cette progression. 4 années de suite. 4 années. Cette répétition compte plus que l'événement isolé. Dans les systèmes naturels, la répétition rapproche le signal du régime permanent. Et pendant que tout le monde regardait la ligne d'eau, une autre ligne, beaucoup plus ancienne, restait tendue en arrière-plan. Celle de l'Old River Control Structure. Car le Mississippi moderne est déjà un fleuve contrarié, maintenu artificiellement sur une trajectoire qu'il n'a pas choisie. Son chemin naturel vers le golfe serait désormais l'Atchafalaya, plus court d'environ 150 miles et environ 2 fois plus pentu. Plus court, plus raide, plus efficace du point de vue de la gravité. Toute rivière cherche cela. Toute rivière cherche le chemin de moindre résistance énergétique. Le partage actuel, environ 70% vers le Mississippi principal et 30% vers l'Atchafalaya, n'existe que parce qu'une structure de béton l'impose. Si cette structure échoue, l'histoire hydraulique de la Basse-Louisiane ne sera pas révisée. Elle sera réécrite. Le Mississippi a déjà prévenu. Le problème, c'est que ces avertissements arrivent à l'échelle d'une génération, alors que la mémoire politique, elle, fonctionne à l'échelle d'un mandat budgétaire. Pour mesurer la gravité de ce qui se déroule aujourd'hui, il faut superposer 3 chronologies.
l'histoire longue du fleuve, l'histoire instrumentée des relevés modernes et l'histoire brutale des épisodes où le système a déjà frôlé la rupture. La première remonte bien avant les ports, les digues et les barges. Le Mississippi inférieur n'a jamais été un trait fixe sur une carte. C'est un organisme deltaïque qui, sur des millénaires, a changé de cours à plusieurs reprises, abandonnant d'anciens chenaux pour en ouvrir de nouveaux au gré des pentes, des dépôts et des crues. Le cours actuel vers Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans n'est donc pas une destinée naturelle immuable. C'est un état transitoire, maintenu d'abord par l'équilibre du delta, puis par la force du béton. Cela change tout, parce que l'infrastructure moderne repose sur une illusion de permanence que la géologie, elle, n'a jamais promise. Cette logique de bascule n'a rien d'abstrait. En 1973, le fleuve a testé cette illusion. Cette année-là, une grande crue a soumis le complexe de l'Old River Control Structure à des contraintes extrêmes. Sous l'effet des vitesses, des turbulences et du creusement localisé, une cavité d'érosion de plus de 50 pieds de profondeur s'est formée sous l'ouvrage, large comme un terrain de football. Une seconde cavité existait à proximité. Les deux n'étaient séparées que par environ 150 pieds. Si elles s'étaient rejointes, le socle aurait pu perdre son intégrité, les appuis être compromis, et la structure cesser de contrôler le partage des débits entre le Mississippi principal et l'Atchafalaya. Ce scénario n'aurait pas représenté une panne locale, mais un changement de cours continental. En quelques mots, le Mississippi aurait pu décider, à ce moment-là, qu'il en avait terminé avec sa route actuelle. Depuis, la littérature technique et les ingénieurs de terrain savent une chose simple et terrible. Cette structure n'est pas un confort, c'est un verrou. Et un verrou unique. Les parallèles historiques ne s'arrêtent pas là, car la grande vulnérabilité du bassin, ce n'est pas seulement l'eau. C'est l'empilement des forçages. Sécheresse, érosion, affaissement deltaïque, montée du niveau marin, perte sédimentaire, fatigue des ouvrages, et en arrière-plan, le risque sismique. Le New Madrid Seismic Zone traverse directement le système fluvial, en croisant le Mississippi à 3 endroits. Entre décembre 1811 et février 1812, une série de séismes majeurs y a secoué l'intérieur du continent avec une violence telle que les témoignages ont rapporté des inversions temporaires du courant du Mississippi, des effondrements de berges, de vastes phénomènes de liquéfaction et des déformations du terrain sur environ 15 000 miles carrés. Cette séquence est fondamentale, non pas parce qu'elle prouve qu'un tel événement est imminent, mais parce qu'elle rappelle que le fleuve est aussi posé sur une croûte mobile. Le lit, les digues, les appuis de pont, les écluses, les fondations d'ouvrages de contrôle, tous ces éléments supposent une stabilité mécanique régionale qui, dans cette zone, ne peut pas être tenue pour absolue. L'USGS estime qu'il existe une probabilité significative, souvent formulée entre 25 et 40%, de voir se produire un séisme de magnitude 6 ou plus dans cette zone au cours des 50 prochaines années. Pour un bassin déjà sous tension hydraulique, cela n'a rien d'un bruit de fond. C'est un multiplicateur de fragilité. Un séisme n'aurait pas besoin de détruire tout le système pour le faire basculer. Il suffirait d'endommager un point clé, un ouvrage vieillissant, une digue critique, un appui, une section de contrôle, pour déclencher des défaillances en cascade. L'histoire moderne du Mississippi montre aussi une autre accélération, celle de la fréquence. Peter Nimrod, ingénieur en chef du Mississippi Levee Board, a expliqué que les crues capables de mettre le système à l'épreuve n'arrivent plus au rythme d'environ une fois tous les 20 ans, mais plutôt tous les 3 ans, 5 fois plus souvent. Ce glissement de fréquence est essentiel. Une infrastructure n'est pas seulement conçue pour résister à une intensité donnée. Elle est conçue pour résister à une intensité donnée avec une certaine fréquence de sollicitation. Quand les événements extrêmes reviennent trop vite, le système n'a plus le temps de se réparer, ni physiquement, ni financièrement, ni administrativement. On passe d'un modèle d'exception à un modèle d'usure continue. Et pendant que les hautes eaux reviennent plus souvent, les basses eaux, elles aussi, deviennent plus violentes. Voilà le paradoxe moderne du Mississippi. Les extrêmes opposés se renforcent mutuellement au lieu de se compenser. Depuis les années 1970, dans certains secteurs, les niveaux de crue ont augmenté de plusieurs pieds, parfois jusqu'à 13 pieds. À l'autre extrémité, 2022 puis 2023 ont imposé des minima absolus sur plusieurs stations. Cela signifie que la plage dynamique du fleuve s'étire,
Le pendule bat plus loin à gauche et plus loin à droite. Pour les ingénieurs, c'est l'un des signaux les plus inquiétants qui existent. Parce qu'un système de contrôle est toujours plus vulnérable quand l'amplitude des extrêmes s'élargit. Ce qui protège contre une crue exceptionnelle n'aide pas forcément contre un étiage record. Ce qui accélère l'évacuation des eaux hautes peut aggraver la chute en période sèche. Ce qui stabilise un chenal de navigation peut favoriser l'incision puis la remontée saline. Le Mississippi contemporain est devenu une démonstration presque parfaite de cette contradiction. Les chiffres climatiques récents renforcent encore cette lecture. Janvier 2026 a été signalé comme le mois de janvier le plus sec jamais observé sur une grande partie du bassin du Mississippi supérieur et moyen depuis plus de 132 ans de mesure, avec des débits tombés à environ 61% de la normale avant une remontée partielle. Et cette information, prise isolément, pourrait sembler rassurante puisqu'une partie du déficit s'est atténuée. Mais en système couplé, un rattrapage partiel ne répare pas une architecture fragilisée. Des sols déjà desséchés absorbent différemment. Des nappes affaiblies ne soutiennent plus les tributaires de la même façon. Des réservoirs gèrent pour plusieurs objectifs contradictoires. Et la mer, elle, ne redescend pas parce qu'il a un peu plu de plus. La mémoire des parallèles historiques est donc double. Le Mississippi a déjà montré qu'il pouvait vouloir changer de route. La région a déjà montré qu'elle pouvait être secouée par des forces tectoniques capables de bouleverser le réseau fluvial lui-même. Et l'ère moderne ajoute une troisième couche. Pour la première fois, ces menaces ne se succèdent plus en laissant au système le temps de revenir à l'équilibre. Elles se chevauchent. Un fleuve affamé en sédiments, un delta qui s'enfonce, un aquifère qui se vide, une mer salée qui remonte, des crues plus fréquentes, des étiages plus profonds, des ouvrages plus anciens, et des seuils qui étaient autrefois théoriques et qui deviennent, année après année, des lignes franchies. Ce que l'histoire du Mississippi nous apprend, ce n'est pas seulement que le fleuve est dangereux, c'est qu'il attend souvent le moment exact où l'on a fini par croire qu'il ne bougera plus. La catastrophe du Mississippi ne se mesure pas seulement en pieds sur une jauge, en partie par millions de sels, en millions de dollars de fret retardés, ou en probabilité de défaillance d'un ouvrage. Elle se mesure dans la façon dont un système entier commence à retirer, un par un, les appuis invisibles de la vie quotidienne. Quand le fleuve baisse, ce n'est pas seulement l'eau qui disparaît, ce sont des marges de sécurité, ce sont des itinéraires logistiques, ce sont des récoltes qui cessent d'être des revenus pour redevenir des stocks immobiles. Ce sont des villes entières qui découvrent que leur infrastructure repose sur une hypothèse hydrologique qui n'existe plus. En octobre 2022, lorsque le niveau s'est effondré, les premières victimes n'ont pas été celles que l'on voit à l'écran dans les images spectaculaires. Les premières victimes ont été les gens dont le travail dépend d'un débit suffisamment stable pour que tout le reste du pays continue de fonctionner sans même y penser. À Greenville, dans le Mississippi, David Gilbert, responsable chez Consolidated Grain and Barge, a décrit une scène que l'économie moderne n'est pas censée produire au cœur du principal corridor agricole américain. Des installations incapables de charger, du grain immobilisé, des files d'attente, des barges ralenties ou bloquées, un réseau entier obligé de fonctionner au régime de crise. Derrière ce constat apparemment technique, il y a les exploitants agricoles qui avaient déjà payé le carburant, les semences, l'irrigation, les engrais, les intérêts bancaires, les assurances, parfois les salaires saisonniers, et qui se sont retrouvés avec des tonnes de maïs ou de soja enfermés dans des silos devenus des coffres sans issue. Le marché, lui, ne s'arrête pas parce que le fleuve est trop bas, les échéances non plus. Les cours mondiaux continuent de bouger, les acheteurs continuent d'exiger, les créanciers continuent d'attendre. Le Mississippi, lorsqu'il se contracte, ne produit donc pas seulement une pénurie de navigation. Il comprime brutalement le temps économique des familles qui vivent de cette chaîne. Et plus le coût du transport grimpait, de 11 $ la tonne à plus de 71 $ dans certains segments, plus cette compression devenait insoutenable. Ce que le fleuve a retiré, ce n'était pas seulement de l'eau sous les coques, c'était la rentabilité elle-même. Plus au sud, le coût humain prend une autre forme, plus intime, plus corrosive au sens propre. À Plaquemines Parish, lorsque l'eau salée a commencé à remonter dans le réseau d'alimentation, ce n'était plus une histoire de commerce, mais de cuisine, de douche, de chaudière, de robinet, de santé, de confiance. Les habitants ont vu entrer dans leur quotidien un ennemi qui ne sent pas toujours, qui ne se voit pas immédiatement, mais qui abîme tout.
Une eau à 1600 parties par million de sel dissous, face à une référence de 250 parties par million, ce n'est pas un simple inconfort. C'est la preuve matérielle que le fleuve ne protège plus l'aval comme il le faisait. Et pour une ville comme la Nouvelle-Orléans et les paroisses environnantes, la menace est double. D'un côté, les usines de traitement n'ont pas été conçues pour dessaler. De l'autre, l'eau salée accélère la corrosion des conduites, des équipements, des chaudières, des installations industrielles et domestiques. Dans une région où des dizaines de milliers de conduites en plomb subsistent encore, la salinité n'est pas juste un problème de goût. Elle devient une interaction chimique avec un héritage d'infrastructures vieillissantes. Le danger ne vient pas seul. Il réveille d'autres dangers dormants. Mitch Jurizik, ostréiculteur de 3e génération et élu local de Plaquemines Parish, a résumé l'impact avec une brutalité simple. L'intrusion saline a anéanti des zones ostréicoles publiques et précipité des familles dans la pauvreté. Cette phrase contient tout, car dans les estuaires, la salinité n'est pas un paramètre abstrait. C'est une frontière biologique. Quand cette frontière se déplace trop vite ou trop loin, ce ne sont pas seulement les cartes qui changent. Ce sont les espèces, les cycles de reproduction, les zones exploitables, les revenus, les traditions familiales, les métiers transmis. Dans le delta, le fleuve n'est pas juste une voie d'eau. C'est un contrat ancien entre la terre, l'eau douce, l'eau salée et ceux qui vivent de leur équilibre. Quand l'une de ces composantes se déplace, tout le contrat se défait. Et puis, il y a la population urbaine, celle qui croit souvent vivre à distance du danger parce qu'elle n'est ni pilote de barge, ni agricultrice, ni ostréiculteur. Pourtant, elle aussi est suspendue à des détails que presque personne ne regarde jusqu'au jour où il cède. À Memphis, le Hernando de Soto Bridge, qui porte l'Interstate 40 au-dessus du Mississippi, voit passer environ 50 000 véhicules par jour. En 2021, une fracture critique a imposé sa fermeture pendant 83 jours. L'enquête a révélé que cette fissure était visible depuis des années, jusqu'à apparaître sur une photographie prise par un kayakiste en 2016 et sur des images de drone du département des transports de l'Arkansas en 2019. Personne n'avait réagi à temps. La remarque de l'ingénieur de l'université de Memphis, Adel W. Abdulnabi, résonne encore plus fort dans ce contexte. Des gens auraient pu mourir. Pourquoi cette histoire de pont compte-t-elle dans le récit du fleuve ? Parce qu'elle détruit une illusion dangereuse, celle selon laquelle les infrastructures critiques échouent seulement lorsqu'un événement exceptionnel survient. Non, elles échouent aussi lorsqu'elles vieillissent sous les yeux de tous, dans un système saturé d'alertes concurrentes, jusqu'à ce que la routine devienne une forme de cécité. C'est exactement ce qui hante aujourd'hui la question du Mississippi. Combien d'ouvrages, combien de digues, combien d'appuis, combien de prises d'eau, combien de protections locales tiennent encore non parce qu'elles sont réellement adaptées, mais parce qu'aucune sollicitation suffisante n'a encore forcé leur vérité. Pour comprendre l'ampleur humaine, il faut encore élargir. Le port de la Nouvelle-Orléans, à lui seul, soutient plus de 100 milliards de dollars de valeur économique totale et des centaines de milliers d'emplois à l'échelle nationale. Lorsqu'une fermeture sérieuse menace la navigation, les pertes estimées peuvent atteindre environ 295 millions de dollars par jour. Cela semble démesuré jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'un fleuve comme le Mississippi n'est pas un secteur parmi d'autres. C'est une charnière. Il relie des champs du Midwest aux terminaux du Golfe. Il relie l'eau potable aux stations de traitement. Il relie les chaînes d'approvisionnement intérieures aux marchés mondiaux. Il relie aussi les risques. Quand le niveau devient trop bas, le barge ralentit. Quand le barge ralentit, le stock s'accumule. Quand le stock s'accumule, les prix et les délais se dérèglent. Quand les prix et les délais se dérèglent, les exploitations fragiles absorbent un choc qu'aucun produit d'assurance n'avait vraiment anticipé. La Fédération américaine des bureaux agricoles l'a reconnu. Certains de ces dégâts dépassent les cadres de couverture classiques. Et c'est peut-être cela, au fond, le coût humain le plus lourd. Être frappé par un type de crise pour lequel aucune ligne comptable, aucune police d'assurance, aucun protocole d'exploitation n'a vraiment été pensé. Vivre dans un monde où l'ancien risque était prévu, mais pas le nouveau. Où les ouvrages existent, mais pas pour ce qui arrive. Où les seuils sont connus, mais franchis trop souvent. Où le fleuve continue d'être présenté comme une artère maîtrisée, alors qu'il commence à se comporter, pour les habitants de sa vallée, comme un organisme qui retire lentement son soutien à tout ce qu'ils avaient bâti sur lui.
Le Mississippi n'a pas encore rompu toutes ses attaches. Les robinets n'ont pas cessé de couler partout. Les ponts sont encore franchis. Les barges circulent encore par moments. Les stations de pompage tournent encore. Les digues tiennent encore. Mais c'est précisément ce qui rend cette phase si dangereuse pour les populations. La crise n'est pas totale, donc elle peut être minimisée. Elle n'est pas instantanée, donc elle peut être racontée comme une suite d'incidents séparés. Elle n'est pas encore irréversible partout, donc chacun peut croire qu'il s'agit du problème d'un autre secteur, d'une autre paroisse, d'un autre métier. En réalité, c'est la même mécanique qui avance partout. Le fleuve perd sa capacité à rester dans la zone de comportement sur laquelle des millions de vies ont été organisées. Et quand un système vital devient imprévisible, les premiers à payer ne sont jamais les abstractions. Ce sont toujours les gens qui vivent exactement à l'endroit où les chiffres rencontrent la matière. Le plus dangereux dans l'histoire du Mississippi n'est pas ce qui s'est déjà produit. Le plus dangereux, c'est la manière dont tous les seuils critiques commencent à se rapprocher les uns des autres. Dans un système stable, les marges de sécurité sont séparées. Une sécheresse n'arrive pas en même temps qu'une faiblesse structurelle majeure. Une remontée saline ne coïncide pas nécessairement avec une contrainte extrême sur la navigation. Une inquiétude sismique n'interagit pas immédiatement avec un ouvrage hydraulique déjà fatigué. Mais ici, justement, les cloisons tombent. Le fleuve baisse, le sel remonte, le delta s'enfonce, l'aquifère se vide, les crues reviennent plus souvent, les infrastructures vieillissent, et l'ouvrage unique qui empêche une réorganisation complète de la basse vallée reste exposé à des charges pour lesquelles il n'avait jamais été pensé à cette fréquence. Voilà pourquoi tant d'ingénieurs parlent désormais moins d'un problème isolé que d'un système au bord d'un changement d'état. Il faut regarder la logique physique jusqu'au bout. Si les épisodes de basseaux sévères deviennent plus fréquents, l'intrusion saline cessera d'être une exception d'urgence pour devenir une menace saisonnière récurrente. Cela signifiera des barrières sous-marines à répétition, des dragages de plus en plus coûteux, des prises d'eau déplacées, des réseaux plus vite corrodés, des coûts fixes qui explosent pour maintenir simplement l'illusion d'un fonctionnement normal. Or, un système qui dépend d'interventions d'urgence répétées n'est plus réellement sous contrôle. Il est déjà en gestion de crise permanente. Si, dans le même temps, les apports sédimentaires restent durablement amputés, le littoral continuera de s'effacer, les zones humides protectrices continueront de se réduire, et l'interface entre le fleuve et le golfe deviendra encore plus vulnérable à la poussée saline et aux tempêtes. Chaque acre de marée perdue n'est pas seulement un habitat disparu. C'est une rugosité hydraulique en moins, une capacité d'amortissement en moins, une distance de protection en moins entre la mer et l'eau douce. Maintenant, ajoutez la possibilité d'un nouveau choc hydrologique majeur. Pas nécessairement une crue biblique comme dans l'imaginaire populaire, mais un événement assez puissant pour tester de nouveau l'Old River Control Structure sous forte contrainte. Les chercheurs qui surveillent cette zone savent que le danger ne réside pas uniquement dans une rupture franche et spectaculaire. Il peut aussi résider dans l'accumulation. Affouillement localisé, fatigue des fondations, évolution du chenal, dépôts sédimentaires qui modifient les vitesses, réparations qui maintiennent l'ouvrage opérationnel sans supprimer entièrement la logique de vulnérabilité. Le fleuve n'a pas besoin de détruire instantanément le verrou. Il lui suffit de continuer à augmenter le coût de son maintien, année après année, jusqu'au jour où l'aléa suivant trouve la combinaison exacte de faiblesses. Et si ce jour arrivait, les conséquences ne seraient pas linéaires, elles seraient systémiques. Le Mississippi inférieur pourrait se réorganiser vers l'Atchafalaya, son chemin plus court et plus pentu. Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans perdraient alors la relation hydraulique qui a justifié leur rôle historique de port majeur. 4 des 15 plus grands ports des États-Unis pourraient être frappés au cœur. Des raffineries, des terminaux, des réseaux d'eau, des emplois, des routes commerciales. Tout ce qui dépend du tracé actuel du fleuve serait remis en cause. Ce ne serait pas la destruction instantanée d'une ville au sens cinématographique. Ce serait pire, d'une certaine manière. Ce serait la perte progressive de la raison physique pour laquelle cette ville, ses terminaux et ses réseaux existent à cet endroit. Et cela peut arriver sans aucun effet spécial, sans mur d'eau visible à l'écran. Juste par basculement du partage des débits. Juste parce qu'un fleuve préfère un autre chemin. En 2026, les signaux qui inquiètent ne sont donc pas seulement ceux des grandes catastrophes classiques. Ce sont aussi ceux des transitions lentes qui rendent les réponses politiques plus fragiles.
La grande étude gouvernementale censée réfléchir à l'avenir de la Basse-Vallée et aux options d'adaptation a été stoppée avant son terme. C'est un détail administratif en apparence. En réalité, c'est un symptôme presque parfait de la situation. Le fleuve, lui, continue d'évoluer sans attendre le calendrier budgétaire. Les cavités d'affouillement, les gradients salins, les déficits sédimentaires, les anomalies de débit, les contraintes sur les réseaux n'attendent pas la fin d'une réunion, ni le vote d'une ligne de financement. Le Mississippi n'a pas besoin d'une décision humaine pour poursuivre sa trajectoire physique. Et pendant que l'expertise cherche encore des réponses cohérentes, les seuils, eux, continuent de dériver. Il faut aussi parler du risque combiné le moins intuitif, la rencontre entre stress hydrologique et stress tectonique. Le New Madrid Seismic Zone n'est pas une curiosité historique. C'est une source de menaces à longue période, mais à très fortes conséquences. Dans une vallée alluviale saturée de dépôts meubles, un séisme important peut provoquer liquéfaction, tassement différentiel, rupture de remblai, déformation de fondation, instabilité de berges et perturbation des ouvrages hydrauliques. Sur une carte, ces risques semblent dissociés. Dans la réalité, ils se propagent. Une conduite d'eau compromise par la corrosion saline n'aime pas les vibrations. Une digue sollicitée par des cycles hydrologiques plus fréquents n'aime pas les tassements. Un ouvrage ancien n'aime pas les surprises géotechniques. C'est cela, la véritable horloge qui tourne. Non pas un seul scénario apocalyptique, mais la convergence croissante de mécanismes qui se renforcent mutuellement. Et l'avertissement final est là. Pendant plus d'un siècle, l'Amérique a traité le Mississippi comme une machine assez grande pour absorber toutes les corrections qu'on lui imposait. On l'a endigué pour contenir la crue. On l'a barré pour réguler l'amont. On l'a rectifié pour accélérer la navigation. On a pompé sous sa plaine pour soutenir l'agriculture. On a accepté de perdre les sédiments qui construisaient le delta. On a laissé les zones humides se dissoudre. Puis on a été stupéfait de découvrir qu'un fleuve ainsi transformé devenait simultanément plus violent en crue, plus faible en étiage, plus vulnérable à la mer et plus dépendant d'ouvrages uniques pour rester là où nous voulions qu'il reste. Ce n'est pas un accident. C'est la facture cumulative de toutes les solutions partielles. À l'heure où ce texte est prononcé, les digues tiennent encore. L'Old River Control Structure tient encore. Les barges passent encore, parfois ralenties, parfois allégées. Les usines d'eau potable fonctionnent encore. Mais il faut écouter le battement derrière les chiffres. 2 records absolus de basses eaux en 2 ans. 4 années consécutives de barrières d'urgence contre le sel. Un delta qui recule. Un aquifère qui s'abaisse. Des crues extrêmes plus fréquentes. Un couloir logistique continental qui dépend d'un fleuve devenu moins prévisible. Le Mississippi ne s'effondre pas en une seule nuit. Il s'approche de lignes où chaque nouvelle anomalie enlève un peu plus de temps de réaction au système. Et c'est cela qui devrait terrifier tout le monde. Parce qu'au bout d'un certain point, la question n'est plus de savoir si l'on peut encore réparer le fleuve. La question devient de savoir si le fleuve acceptera encore d'être réparé avant de choisir enfin sa propre route.